Finalement, je m'en lasse pas de cette musique. Amis de la Résistance, bonsoir. C'est vrai, c'est bien. Pas mal. C'est trop fort le retour. C'est pas mal. Monsieur Larsen qui se met entre nous. Ce soir, chers amis auditeurs, nous allons converser avec mon excellent camarade Alain Sanders, qui n'est pas venu depuis fort longtemps à ce micro. Des lustres. Et on va parler de la politique en général, enfin de la situation en général, et même en particulier. Et puis on parlera du livre qu'Alain se prépare à publier. Il est prêt. Il est quasiment terminé. Je pense que dans les 10 premiers jours d'avril, il sortira. Il s'appelle Torture. Vous avez dit Torture. Oui. Sous-titré, vous voulez parler mémoire, parlons-en. Voilà. Alors je sais ce qu'on va me dire. On va me dire, mais encore l'Algérie, encore l'histoire et tout. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez, nous aussi, on a notre devoir de mémoire. Oui, et puis d'autant que c'est pas nous qui en parlons. Voilà, c'est pas nous qui en parlons. C'est un livre que j'ai appelé Riposte A. C'est jamais nous qui remettons les choses sur le tapis. On aimerait bien une paix civile, mais c'est un pays de guerre civile et dont nous sommes souvent les victimes. Alors, dans l'actualité en général, on va beaucoup parler de justice ce soir, parce que la justice, en ce moment, elle se dépasse. Elle est très, très, très brillante. Il y a eu d'abord le procès Beljanski la semaine dernière. Procès Beljanski qui s'est déroulé du 19 au 23 mars au tribunal de grande instance de Créteil. Alors, en 2 mots, je rappelle les faits. Mirko Beljanski est un chercheur, docteur en pharmacie, qui a mis au point des produits qui sont des produits qui aident au traitement contre le cancer. Et ces produits sont rejetés par la mafia des pharmaciens, la mafia, non pas des pharmaciens, mais des laboratoires pharmaceutiques, qui depuis des années mènent une guerre extrêmement dure à Beljanski, et soutenue par le pouvoir politique, tout simplement parce que la mafia des laboratoires pharmaceutiques paye les politiciens, leur verse des pots de vin, et par conséquent les pots de vin soutiennent la mafia des laboratoires dans son combat contre Beljanski. Alors pourquoi la mafia des laboratoires est-elle contre Beljanski, et pourquoi n'a-t-elle pas tout simplement racheté les brevets Beljanski? Parce que les produits Beljanski sont moins cher, bien moins cher, puisque on considère qu'un traitement Beljanski coûte par mois ce que coûte un traitement par trithérapie à la journée. Donc évidemment, ça n'intéresse pas du tout les laboratoires. En tout cas, ces laboratoires ont fini par porter plainte, par, disons, actionner la justice. Et Mirko Beljanski, sa femme, Monique Beljanski, ont été inculpés d'exercice illégal de la pharmacie, ce qui est toujours comique pour un docteur en pharmacie d'être... Mais enfin, on voit bien des docteurs en médecine inculpés d'exercice illégal de la médecine. En fait, l'exercice illégal de la médecine commence quand on prescrit des médicaments ou des traitements qui ne sont pas officiellement reconnus par l'ordre des médecins. Et autre chose amusante, alors que généralement tout ce qui vient de Vichy est considéré comme l'abomination de la désolation, curieusement, l'ordre des médecins, personne ne pense à le modifier. On trouve que c'est très très bien. Et ça ne gêne personne que ça vienne de Vichy. Alors que tous les ans, à la fête des mères, par exemple, on a le droit au 1er mai, le 1er mai, voilà. Et pour la fête des mères aussi. Et pour la fête des mères, on a droit au discours de ce... Le 1er mai a été institutionnalisé. Voilà. Il existait, bien sûr, mais il a été institutionnalisé par Pétain. Alors, donc, dans ce procès s'est déroulé, je l'ai dit, du 19 au 23, et on en a parlé la semaine dernière, mais la semaine dernière, quand on en a parlé, on n'avait pas encore, avec Jean-Paul Leperlier, qui était à la fois journaliste et témoin, puisqu'il a été soigné, il s'est soigné avec les produits Beljanski. Donc, quand on en a parlé, on n'avait pas encore les réquisitions, puisque le procureur n'a prononcé son réquisitoire que le lendemain. Et j'ai oublié de dire que les parties civiles étaient ACT UP plus aide des associations d'homosexuels, et la Ligue contre le cancer. Alors pour la Ligue contre le cancer, on comprend bien, parce qu'évidemment, comme elle est en lien
avec les laboratoires, c'est tout à fait normal. Ce qu'on comprend beaucoup moins, c'est pour ACT UP et Aide, parce qu'on voit pas très bien pourquoi des associations d'homosexuels portent plainte contre des gens qui se battent pour soigner le sida. C'est pas seulement des associations d'homosexuels, des associations, disons plus largement, mais on comprend pas pourquoi elles se portent partie civile en l'occurrence, parce que si effectivement il y avait un pharmacien qui trouverait un moyen de soigner les gens qui ont pu contacter le sida pour des raisons accidentelles, parfois, parce qu'on pense souvent aux homosexuels, aux gens à risque, etc. Il y a aussi les accidents. Ça serait quand même une avancée. Oui, apparemment, c'est pas quelque chose qui les intéresse beaucoup. Il faut savoir quand même que ces associations sont financées sous forme de subventions par le laboratoire qui fabrique la ZT et qui s'appelle Wellcome Glaxo Wellcome, je sais plus exactement. La ZT, c'est la trithérapie. Oui, oui, bien sûr. Mais qui ne prétend pas guérir le cancer, celle-là, ou soulager. Non, mais le sida. Sida, oui. Donc, évidemment, là, on comprend beaucoup mieux. Et puis, l'ordre des pharmaciens qui était partie civile pour les raisons expliquées plus haut. Et le procureur, c'était monsieur Frédéric Campy. Alors, le procureur, d'abord, il a demandé le huis clos. Évidemment, pour un procès de cette nature, c'est mieux. C'est plus commode, hein. Mais ça n'a pas été accepté. Et la présidente du tribunal, c'était madame Bénédicte Piana. Donc le procureur Frédéric Campy, il a présenté ses réquisitions. Alors là, j'espère que vous êtes assis parce que vous allez entendre quelque chose. J'ai dit que Mirko Beljanski avait été poursuivi, mais comme il est mort, l'action est éteinte, son épouse est poursuivie. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est poursuivi, c'est Gérard Vedlich que vous avez souvent entendu à ce micro, et puis Alain et Jean-Yves Boquet, qui sont des bénévoles qui soutiennent l'association Ciris, laquelle soutient les travaux des Beljanski et assure l'information sur les travaux de Beljanski. Et alors, ce qui est amusant dans le cas de amusant, on n'ose pas dire que c'est amusant, ce qui était extraordinaire dans l'affaire, dans le cas de Gérard Vedlich, c'est que quand les chercheurs et les utilisateurs et les patients Beljanski ont été littéralement attaqués à 6h du matin par des commandos de gendarmes qui sont entrés chez eux, tu connais l'histoire, Alain, qui sont entrés chez eux par la force, qui ont saisi les médicaments, qui ont fait des contraintes par corps, des personnes qui les ont amenés en garde à vue, des personnes qui étaient gravement malades, dont une dame par exemple qui avait été victime du sang contaminé, qui se soignait, donc qui était victime de l'incurie de l'État et de la crapulerie, de la canaille pharmaceutico-politique, et qui se soignait, après tout, par un choix thérapeutique personnel. Elle a été mise en état d'arrestation, gardée 48 ans en garde à vue, et quand, pour la libérer, on a dit à son mari de venir la chercher, et quand son mari est arrivé, on a mis son mari en garde à vue. Donc c'est des méthodes de police stalinienne de la pire espèce. Et donc, Gérard Vedlich, lui, a été arrêté pour ces raisons-là. Il a été pris, plus exactement, il n'a pas été arrêté, il a été perquisitionné, on a saisi les médicaments chez lui, et il est allé voir le juge d'instruction en disant, comme témoin, il a été tellement scandalisé par cette affaire qu'il a demandé à être inculpé. Il a dit, moi, si on inculpe Beljanski, qui est l'homme qui m'a sauvé la vie, puisque Gérard, qui était maître nageur sauveteur, CRS maître nageur sauveteur, a contracté le sida en tentant de sauver un noyé, qui était un malade, et le virus, au moment où il a fait le bouche à bouche, le malade a vomi du sang, et comme il avait de la barbe, une barbe courte et dure, Gérard s'était égratigné le visage en lui faisant le bouche à bouche, et ça l'a donc contaminé. Et ça a été une contamination foudroyante, puisque quelques jours plus tard, il était atteint il était positif, plus que positif, il avait toutes les maladies opportunes. Et donc il était condamné, il est allé voir un médecin qui lui a dit on va essayer Beljanski, et Beljanski l'a sauvé, puisque 17 ans plus tard, il est toujours vivant et il est en pleine forme. Donc il dit si on inculpe mon sauveur, je veux qu'on m'inculpe aussi. Il n'y a pas de raison. Donc il a été inculpé à sa demande pour avoir accès au dossier et pouvoir défendre le dossier en tant aussi que
président du CIRIS, qui est l'association qui assure l'information sur les procédés Beljanski. Eh bien, Gérard Wedlich, le procureur Frédéric Campi a requis contre lui. Écoutez bien cette histoire, c'est incroyable. 2 ans de prison, 500 000 francs d'amende, 1 300 000 francs de dommages et intérêts aux parties civiles. Il a demandé la même chose contre Monique Beljanski et contre Alain et Jean-Yves Bocquet. C'est pas un réquisitoire, c'est un matraquage, c'est un passage à tabac judiciaire, cette histoire. Alors il faut savoir que Gérard Wedlich, je le rappelle, dans cette affaire, il est strictement bénévole. Il a comme il est pensionné, étant donné qu'il a contracté cette maladie dans l'exercice de son travail, il est pensionné et il vit d'une façon tout à fait modeste dans sa maison de l'île d'Oléron. Et toute sa vie est dédiée à assurer l'information sur les produits de Beljanski et sur les traitements Beljanski. Il y passe sa vie, je peux le dire. Vous pouvez l'appeler, enfin, on peut le joindre à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Quand on lui demande de venir donner de l'information, il se déplace. Et tout ça de façon absolument bénévole. Un avocat qui n'est pas le sien, d'ailleurs, a parlé d'un héros victime de son héroïsme, puisqu'il a dit il est doublement victime de son héroïsme. Il a été malade après avoir tenté de sauver. Il est tombé malade après avoir tenté de sauver un noyé. Et là, il risque d'être ruiné parce que vous vous rendez compte, une condamnée 500 000 francs de dommages et intérêts, 500 000 francs d'amende, 1 300 000 francs de dommages et intérêts. Pour un homme qui vit comme il vit. Pour n'importe qui, même. Pour n'importe qui. Enfin non, pas pour un député, pas pour un ministre, ça n'arrive jamais. Eux sont condamnés aux francs symboliques quand ils le sont. C'est ça. Mais pour un homme comme lui, eh bien, c'est une condamnation à mort, littéralement, parce qu'il pourra plus soigner, il aura tout simplement plus d'argent. On va lui saisir toute sa pension, on va lui saisir sa maison. Enfin, c'est invraisemblable de penser qu'un procureur ait eu la cruauté de requérir ça. Bien évidemment, la justice va pas accorder ça. Mais qu'un procureur ait pu avoir la cruauté de faire une réquisition comme ça, sans penser une seconde au choc psychologique que ça peut représenter pour un grand malade, malgré tout, parce que même s'il est en pleine forme, Gérard reste quelqu'un qui est susceptible qui est fragile. Enfin, sa femme, qui vit quand même un cauchemar depuis 17 ans, ses enfants, voilà des gens. J'ai eu les Wedlich au téléphone il y a quelques jours. C'est des gens simples. Ils sont confrontés à cette justice. Ils sont terrorisés, littéralement, quand il a entendu. Alors, lui, bon, il affronte la chose avec courage, mais sa femme, pour elle, les réquisitions du procureur, c'est pratiquement la condamnation. Donc, elle est épouvantée. C'est une femme qui, depuis une semaine, vit dans une véritable angoisse. Et j'ai bien entendu, j'ai essayé de la rassurer. C'est très difficile. Elle a peur, elle voit déjà sa maison volée, saisie. C'est incroyable, ce système. Alors, il faut savoir que pour les autres, c'est la même chose, 500 000 francs d'amende, 1,3 million de préjudice pour les parties civiles. Alors, la question est de savoir ce que va faire le tribunal maintenant. Est-ce qu'il va donner suite aux réquisitions ou est-ce qu'il va écouter les plaidoiries qui ont été brillantes et qui sont fondées sur des choses très simples. C'est d'abord la liberté de choix thérapeutique. Après tout, un malade a le droit de faire ce qu'il veut pour se soigner. Absolument. Surtout, la deuxième chose, c'est que... Surtout quand c'est des malades qui n'ont plus rien à perdre. Voilà. La deuxième chose, c'est que quand les médecins vous disent... Chaque fois que je parle de Beljanski à ce micro, j'ai des auditeurs médecins qui m'écrivent en disant... ou qui téléphonent en disant « Mais les produits Beljanski ne guérissent pas. » À chaque fois, je réponds la même chose. Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de la question. Mais est-ce que les produits qui ne sont pas Beljanski guérissent ? C'est ça la question. Si les médecins pouvaient guérir le cancer à 100%, ils auraient le droit de protester contre Beljanski. Parce qu'ils diraient, mais les gens qui vont vers Beljanski risquent de se détourner de la médecine normale, alors qu'en réalité, Beljanski a toujours dit, surtout continuez vos traitements normaux, c'est absolument indispensable, c'est nécessaire. Donc là, il ne fait pas partie de ces charlatans criminels qui disent arrêtez les traitements normaux.
Mais quand on réussit à 100%, on a le droit de s'en prendre aux gens qui ne réussissent qu'à 80% ou qu'à 50%. Mais quand on réussit pas mieux qu'eux, on n'a qu'une chose à faire, c'est de fermer sa gueule. C'est quand même bien clair, ça. Bon. Alors, ce sont des gens qui, en vertu de leur liberté de choix thérapeutique, prennent un produit qui est autorisé, puisque c'est un produit qui est un complément alimentaire. Et est-ce qu'il est en vente libre ailleurs, je crois, aux États-Unis? Non. Il est en vente libre aux États-Unis, oui. Sûr, oui, en plus, c'est même pas un produit. C'est même pas un produit secret, voilà. C'est même pas un truc qu'on a, voilà. Mais il n'y a qu'en France qu'il est interdit. Il n'y a qu'en France que fonctionne ce système de terrorisme marchand, parce que c'est pas autre chose. C'est uniquement une question de fric. C'est uniquement parce que les mafias pharmaceutiques graissent la patte du monde politique que le monde politique fait pression sur le monde judiciaire. Et la preuve, c'est que dans cette affaire, il y a eu des phrases extraordinaires qui ont été prononcées. Quand le magistrat instructeur a pris son passeport à Beljanski lui a dit, mais enfin, écoutez, c'est pas justifié je suis poursuivi pour exercice illégal de la pharmacie. C'est sans exemple qu'on ait privé un inculpé aussi, pour une chose aussi modeste, de son droit de circuler. Elle lui a dit, c'est pour éviter que vous alliez continuer vos travaux à l'étranger. C'est quand même incroyable. Et le gendarme qui a dirigé les perquisitions a dit dans son rapport, quand il a fait les saisies, quand il a eu rassemblé toutes les saisies, il termine son rapport en disant maintenant il faut détruire tous les produits, tous les travaux et toutes les preuves pour qu'ils ne puissent plus continuer leur recherche. Donc il s'agit bel et bien d'une milice aux ordres de la mafia pharmaceutique. C'est bien clair, il s'agit de ça. Et on veut mettre la justice au service de la mafia pharmaceutique. Donc on va voir maintenant comment va réagir cette justice, comment Bénédicte Piana, le juge de Créteil, va réagir à cette pression qui est faite sur elle pour l'obliger, dans la prétention de l'obliger à exécuter les ordres de la mafia pharmaceutique et à exécuter les résistants à la mafia pharmaceutique. Voilà, le verdict est prévu pour le 23 mai. Alors, je signale aux auditeurs que une nouvelle brochure vient de paraître, une nouvelle brochure du CIRIS. Enfin, c'est pas une brochure, d'ailleurs, c'est une revue très très complète, extrêmement complète, avec la liste de tous les travaux scientifiques de Beljanski. Vous verrez que, contrairement à ce que disent certains, c'est rien d'un charlatan ni d'un amateur, c'est un véritable chercheur, qui a plus de 130 publications dans des revues scientifiques du monde entier, des témoignages tout à fait étonnants, beaucoup de renseignements, toute l'histoire de l'affaire Beljanski. Et donc vous pouvez pour recevoir ça, envoyer, alors cette fois-ci, c'est parce que c'est vraiment un très gros dossier, on vous demande d'envoyer 20 timbres à 30 francs. C'est quasiment un livre, hein. Oui, c'est ça. C'est un très gros dossier, une grosse brochure. Oui. 20 timbres à 30 francs à CIRIS, 16 chemin de Saint-James, et vous recevrez par retour ce numéro-là, qui est tout à fait complet, qui fait 140 pages et qui explique toute l'affaire. Je rappelle que quand vous commandez ça, sur le carnet de timbre ou à côté du carnet de timbre ou dans le carnet de timbre, soyez gentil de mettre votre nom et votre adresse. C'est quand même beaucoup plus facile pour envoyer les revues demandées, parce que Gérard Védelich me disait que souvent il reçoit des timbres sans autre indication, et après il reçoit des lettres d'injure en disant bien sûr, vous êtes des voleurs, vous n'envoyez pas ce qu'on vous demande. Voilà. On vous dira après le 23 mai ce qu'il en est, bien sûr. Alors je lis quelques messages qui sont arrivés. Vous n'avez pas compris que les patients volontaires pour s'administrer les produits Beljanski sont infiniment plus dangereux pour la société que les trafiquants de drogue et les terroristes qui manipulent à tous les coins de rue des cocktails Molotov. Nous sommes en pays stalinien, il faut se résigner, je crois. Bon, moi je me résigne pas. Non, voilà, alors je lis en même temps, je découvre les messages en même temps que vous, et puisque Victoria n'est pas là, vous avez remarqué sans doute, et Victoria est retenue par une petite intervention chirurgicale bénigne, on la salue d'ailleurs et on l'embrasse. Il faut savoir trois choses.
que le président d'Act Up est le propre fils d'un dirigeant de Wellcome Glaxo, que Science et Vie de juin 1995 a fait un article élogieux sur le professeur Beljanski et ses produits, et qu'il n'y a eu aucune contestation de la part des scientifiques, que M. François Gros, dirigeant de l'Institut Pasteur, et un des plus violents opposants aux produits Beljanski, a été inculpé dans l'affaire du sang contaminé. Voilà. Que faut-il faire pour soutenir Mme Beljanski et Wedlich? Il faut leur écrire votre soutien et puis éventuellement adhérer au CIRIS, qui est une association donc à laquelle on peut adhérer. 16 chemin de Saint-James, 17 550 de Luz-d'Oléron. Pour cette condamnation, est-ce qu'en faisant un recours devant la Cour européenne de justice, on arriverait à une solution? Il n'y a pas de condamnation encore, il faut attendre. Alors pour l'instant, il n'y a pas de condamnation et les recours en France ne sont pas terminés éventuellement. Ne soyez pas approximatifs, cessez de dire n'importe quoi. La ZT, ce n'est pas la trithérapie, c'est l'une des 3 thérapies. Oui, pardon, je dis vraiment n'importe quoi. Je me demande de quel droit je parle dans le poste. Il y a des façons gentilles de faire des remarques, cher auditeur, je vous le signale. Vous n'êtes pas obligé de m'insulter, ni de me... Vous pouvez dire, vous savez, vous faites comme une erreur, une inexactitude. Voilà. 20 timbres à 30 francs pour dialogue, les timbres à 30 francs n'existent pas. Votre langue n'aurait-elle pas fourché? Bien sûr qu'elle a fourché. C'est 20 timbres à 3 francs. Voilà. Évidemment, mais là, c'est gentil, Mandy. Oui, voilà. C'est beaucoup moins cher. Et je signale d'autre part que les timbres à 3 francs ou à 30 francs n'existent plus. Puisque c'est en euros. On doit franchir en euros. Voilà. Ou c'est des timbres où il n'y a pas de prix du tout. Il n'y a pas de prix du tout. Merci pour ce compte-rendu détaillé de l'affaire Beljanski. Ce qui est en jeu, c'est la liberté. Mais c'est évident. Et il ajoute, ne nous leurrons pas, ces magistrats sont francs-maçons, ils veulent faire pression sur nos décisions. Je ne sais pas pour les magistrats en question, mais c'est évident que là, de ce côté-là, dans la magistrature, et comme dans la police, comme dans la politique... Tu parlais de la gendarmerie tout à l'heure. Dans la gendarmerie, tu sais qu'à partir du grade de lieutenant-colonel, voilà. Hélas... Sauf exception quand même, parce que chaque fois que je dis ça, on a un coup de téléphone d'un colonel de gendarmerie qui dit non. Bien sûr. Voilà. Je continue à lire. Beljanski a commis un crime abominable, il a prolongé Mitterrand. Oui, on peut voir les choses comme ça. Si le produit Beljanski est en vente libre aux USA, je ne comprends pas que les sociétés américaines comme Glaxo, que vous avez citées, engagent des poursuites. Tout simplement parce que si elles ont perdu la possibilité de l'empêcher aux États-Unis, ça les intéresse quand même de l'empêcher dans le reste du monde, et en tout cas en France. Et j'ajouterais d'autre part que le produit Beljanski est vendu en vente libre aux États-Unis comme complément alimentaire. Il n'a pas d'autorisation de mise sur le marché, encore que la législation est différente aux États-Unis. Je suggère une solution à M. Wedlich s'il est condamné, qu'il se mette en rapport avec le fils Mitterrand pour obtenir son carnet d'adresse. Ça, c'est une bonne idée, effectivement. On pourrait peut-être demander aussi au neveu, par alliance du fils Mitterrand, de lui faire... le frère Pétard. Le frère Pétard, oui. De lui faire une petite ristourne. Vous savez que... il faut quand même préciser pour les auditeurs qui ne seraient pas au courant. La fille de Gilbert, donc la petite fille de François... vit en concubinage avec un brillant jeune homme qui trafique de la drogue, qui s'est fait prendre, il avait planqué la cam dans le garage de Latché. Dans une annexe de Latché, oui. Ouais, c'est pas bien ça. Il va porter atteinte à la réputation de la famille, c'est embêtant. Il y avait un trafiquant d'armes, un escroc, un politicien corrompu. Une folle de mai. Une folle de mai, alors maintenant... Je viens d'entendre que M. Lang, ex de Blois, veut imposer l'arabe comme langue à l'école. Qu'en pensez-vous? Déjà, au moins comme ça, il parlerait quelque chose. Hein, qu'il parle arabe, c'est déjà pas mal. Puisqu'il parle plus le français maintenant. Il veut l'introduire comme langue. Ah, il veut l'introduire. Exactement. S'il veut introduire l'arabe, alors là, je comprends parfaitement. Que pensez-vous du harcèlement du juge Alpen à l'encontre du président de la République? À ce propos, je remarque que Bill Clinton avait obéi aux injonctions du procureur. Monsieur Chirac s'arrogerait-il un droit quasi divin alors que le président de la première puissance du monde a été entendu par des juges?
Et oui, bien sûr, c'était le deuxième sujet que je voulais évoquer après l'affaire Beljanski, c'est quand même l'affaire Chirac. Mais ce qui est amusant, c'est que le juge Alpen demande à Chirac de venir parler comme témoin, après tout, c'est tout à fait normal. Ce qui est beaucoup plus amusant, c'est de voir ce qui s'est passé après. C'est-à-dire que Chirac, ce matin, à 6h du matin. À 6h du matin, a convoqué Jospin pour lui dire il va falloir passer à tabac le juge Alpen, au nom de la Constitution, bien entendu. Et il s'agit d'une forfaiture. Alors, je voudrais d'abord noter que si on se met à relever les forfaitures, on n'est pas sorti de l'auberge dans le système actuel. Mais ce qui est encore plus amusant, et c'est là qu'on voit à quel point cette mafia politique, c'est la mafia de la barbichette. On pouvait s'attendre à ce que Jospin sorte et dise voilà, le président de la République m'a sommé de faire ça, etc. Je ne le ferai pas au nom de la séparation des pouvoirs. Et puis, c'est tout. On pouvait s'attendre. Oui, il aurait fallu un Jospin aux culottes propres. Voilà. C'est là où tu vas en venir. On pouvait s'attendre à ce que les ministres qui sortaient du Conseil des ministres et qui étaient interviewés par les journalistes saisissent cette occasion formidable de montrer la différence entre la génération morale, génération Mitterrand, et la génération pourrie, génération Chirac, en disant nous, vous voyez, nous, si on est convoqué, on se rendrait, etc., et patin et couffin, et on changera. Pas du tout. C'est extraordinaire d'entendre les journalistes raconter comment les ministres se défilaient en longeant les murs pour ne pas être interviewés, pour ne pas avoir... Alors, qu'est-ce qu'ils pouvaient dire, les ministres ? Ils pouvaient dire deux choses. Soit ce que je viens de dire, soit c'est un scandale d'avoir qu'un magistrat ait osé convoquer le président de la République. Mais ils veulent pas parler, parce que s'ils disent c'est un scandale, ils vont passer pour des larbins de Chirac, donc ils seront plus des socialistes. Mais s'ils disent c'est très bien, étant donné qu'ils sont tous plus ou moins brenneux, ils vont avoir un retour de bâton immédiatement. Donc on voit bien que c'est la loi de la barbichette qui fonctionne. Et là, le juge Alpen, il arrive là-dedans avec ses gros sabots. Il faut dire quand même qu'il a quelques raisons pour ça. Parce que je crois qu'il a été traité d'une façon particulièrement ignominieuse, le juge Alpen, il y a quelques années. Particulièrement ignominieuse, par des méthodes qui sont des méthodes littéralement de pourris, où on a tenté d'utiliser contre lui des dossiers personnels. Les dossiers habituels. Léon Daudet avait déjà tout dit là-dessus. Hein. Alors là, des insinuations, des photos, des photos de vacances. Des photos de vacances. C'était incroyable. Il était en maillot de bain sur la plage. Invraisemblable. Ouais. Ça, on voit bien qu'un type comme ça ne peut pas être juge d'instruction. Ça, c'est clair. Et en train de discuter avec une jeune femme. Ouais. Mais ça, c'est peut-être pas bien vu en ce moment. Non, ça aurait été avec Paris, reine du monde. Avec un jeune homme, ça aurait été mieux. Non, on voit bien donc que finalement personne ne tient à ce que cette affaire éclate. Alors j'attends avec impatience que monsieur, il faut dire monsieur quand même, monsieur Delannoy nous fasse l'audit de Paris. Hein, l'audit Piaf, en quelque sorte. Oui. Pour dire, c'est ça. Oui. Voilà. Autre procès intéressant, l'affaire Guy Georges. Alors moi, l'affaire Guy Georges, je dois dire que je n'en reviens pas. Parce que, franchement, je m'attendais à ce qu'on brandisse quand même un argument dans cette affaire. Renverser l'histoire. Imaginez, au lieu que ce soit Guy Georges, antillais, qui viole et qui égorge 7 jeunes filles, toutes blanches. Imaginez que ce soit Guy Georges, blanc, qui égorge 7 jeunes filles, toutes antillaises. Mais là, c'est un autre procès. Ah oui. C'est le procès du racisme. Voilà. Tandis que là, personne n'en parle. Mais alors, il n'y a pas eu un mot. Pour signaler il n'y a pas un juge, il n'y a pas un avocat du parti civil, il n'y a pas un témoin, il n'y a pas un journaliste, il n'y a pas un commentateur. Personne, absolument personne n'a prononcé le mot racisme. Si ça avait été le contraire, on aurait eu droit. D'abord, on aurait eu le MRAP, la LICRA, SOS Racisme constitué comme parti civil. Là, pas du tout. Ensuite, on aurait eu la cohorte habituelle des témoins professionnels. On aurait vu Fodessila qui serait venu. On aurait vu Mouloud Aounit. On aurait eu Tahar Benjeloul qui serait venu avec sa fille, probablement, pour lui montrer, pour leur expliquer à sa fille. On aurait vu des Taguieff, des Poliakov,
On aurait vu Marie Calter qui serait venue. Il faut pas rater l'occasion de se montrer à la téloge. Ça aurait été un grand truc. Là, vraiment, on aurait fait le gros paquet. Mais voilà, le problème, c'est que c'est le contraire. C'est le noir qui tue et c'est les blanches qui sont tuées. Or, là, plus personne n'en parle. Changeons de sujet. C'est un procès banal de serial killer. Un serial killer, comme on dit. Maintenant, on nous explique que c'est un pauvre gars qui s'appelait Allah. Comment c'était la chanson? C'était un pauvre gars qui s'appelait Armand. Non, qui avait pas de papa, qui avait pas de maman. Voilà. Mais le fait que la question soit pas posée change rien à la réalité du. Moi, ce qui m'épate, je sais pas si tu vas peut-être en dire un mot, c'est ces avocats quand même. Ces avocats qu'on a vus parader. Alors on va me dire c'est ça les avocats. Je sais que dans l'argot on les appelle des bavards ou des menteurs. Mais quand même, ces avocats sont venus nous dire présomption d'innocence, innocent, l'ADN, les pieds. On dit que c'est des pieds égyptiens. Il a pas le pied égyptien. C'est pas ses doigts. Pas entendu ah bah oui, si, il y a une histoire d'empreinte. C'est le pied égyptien. Le pied égyptien, je crois que c'est quand on a l'orteil plus court que je sais pas quoi, que les trucs qui se bon. C'est pas ses mains, c'est pas exactement son ADN. C'est pas le pied. N'oublions pas quand même que ce type-là, on l'a eu en 95. Il était au trou. Et il dit maintenant, d'ailleurs, je voulais me faire arrêter, ce qui n'est pas impossible, parce que dans la folie des tueurs en série, il y a peut-être cette psychologie-là. Mais on le relâche et il fait cette mort. Ouais. C'est vrai que la peine de mort n'est pas dissuasive, sauf pour les récidivistes. Sauf pour les récidivistes. Voilà, en tout cas, on a raté un beau procès pour racisme, là, parce qu'on cherche toujours à nous démontrer que le racisme est en crue en France, qu'il n'a jamais été pire, que... là, il y avait quand même une occasion superbe. Ouais. Il y a d'ailleurs une autre belle affaire de racisme, je voudrais en parler rapidement, c'est l'histoire du portrait du Christ, que viennent de diffuser... C'est un portrait robot, hein. Portrait robot, que viennent de diffuser la BBC, qui a demandé à des spécialistes de reconstituer donc le visage du Christ en vue de présenter un téléfilm. Pardon. Et alors, ils ont demandé à des spécialistes israéliens. C'est plus prudent. Parce que ils ont utilisé certains ossements retrouvés en Israël. Voilà, c'est ça. Alors les gars, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés recueillir un crâne humain du 1er siècle. À partir de ça, en utilisant les méthodes de l'identité judiciaire, ils ont recomposé les chairs, un front, une oreille, sur le crâne, ce qui se fait couramment, qui donne en général de bons résultats. Et puis, ils disent qu'ils sont allés en Iran, dans une synagogue du IIIe siècle, et ils ont trouvé des fresques sur lesquelles ils ont copié les couleurs. La couleur de la peau, le teint, enfin, la carnation, ouais. La forme de la coiffure, des cheveux crépus, la barbe, etc., etc. Et il propose le portrait. Alors je sais pas à quoi ça ressemble. Ça ressemble en tout cas pas du tout. Si je sais à quoi ça ressemble parce que je l'ai sous les yeux. Ça ressemble pas du tout à l'image du Christ. Ça ressemble d'ailleurs surtout pas à l'image du Saint-Suaire. Mais ça ressemble même pas. Mais ça ressemble pas du tout à Michel un Bougenat. homme du 1er siècle tel que. Non mais on a des images quand même, des images romaines, des dessins. Des reproductions, des fresques. Là, on dirait un pithécanthrope. Oui, il ressemble plutôt à une espèce de pithécanthrope pris de boisson. Le front bas, les yeux éteints. Voilà. Et mais alors, pourquoi je parle de racisme dans cette histoire? C'est parce que les gars qui ont fait ça disent... Ils n'ont pas voulu faire un beau mec. Il a un visage typiquement sémite. De quoi on parle? Je croyais que ça existait pas les races. Alors les races n'existent pas, puis il y a des visages typiquement sémites. Alors ça, faudra m'expliquer, parce que alors, moi, quand j'étais à Minute, on a été poursuivis pour avoir fait une caricature de Fabius à du journal. Oui, qui était une caricature de Dracula. C'était Nosferatu, vampire. On l'avait mis en Nosferatu, le vampire au moment du sang contaminé, et il avait poursuivi en disant que c'était une caricature typique des années les plus noires. Du juif vu à l'époque des années les plus noires. Moi, j'avais voulu qu'on dessine un vampire. Bon, finalement, il a été... il a perdu. Il a perdu. Mais il faudrait savoir où les races n'existent pas, où elles existent. Si elles existent, on peut dessiner des gens en fonction de ratiotypes. Si elles n'existent pas, on peut pas. Alors là, ils l'ont fait. Voilà. C'est quand même... assez troublant.
Je signale que dans la Voie du Nord, on a la preuve d'une évolution intéressante de l'Église, puisque l'Ordre mixte international de droit humain annonce qu'une de ses sœurs, récemment décédée, va être inhumée lors d'une cérémonie religieuse qui aura lieu vendredi 30 mars à 9h30 en l'église Saint-Paul à Lille. Oui, ce qui veut dire que c'est levé. L'excommunication est levée. C'est bien de le dire. Voilà, je vous propose d'écouter un peu de musique que Alain a apporté. Il nous expliquera après ce que c'est. Et puis on verra avec lui ce qu'il y a à dire sur ce livre qu'il se prépare à publier. Oui. Oui, c'est surprenant sur la radio de la francophonie, mais enfin. Oui, non, mais je sais bien. Hein? Mais les paroles, je pense que ceux qui ont écouté les paroles auront vu que ce chanteur qui s'appelle Merle Gard, qui est un des grands chanteurs de la musique country, la musique rurale, la musique des bouseux, comme on dit, des rednecks. C'est la bourrée américaine, quoi. Un petit peu, c'est ça, oui, c'est du folk. Mais c'est une chanson qui a été créée en 68-69. Et pour ceux qui ont écouté les paroles, Merle Gard dit très explicitement, et cette chanson a été numéro 1 aux États-Unis, et encore à l'heure actuelle, quand il la chante, les gens se lèvent. Pour l'écouter. C'était au moment des révoltes de campus et toutes ces choses-là. Nous, on prend pas de marijuana à Muskogee. Muskogee, c'est un petit trou de l'Oklahoma. Je suis fier d'être un Hokie. Je suis fier d'être un bouseux de l'Oklahoma. On prend pas de marijuana. Nos voyages, on les fait pas à coup de trip de LSD. Dans nos lycées, on respecte encore le proviseur. On salue le drapeau. On porte les cheveux courts et pas longs et poisseux comme les hippies le font. On ne brûle pas nos cartes d'appelés pour éviter d'aller faire le service militaire. Voilà, il y avait des chansons comme ça qui ont été numéro 1, qui encore à l'heure actuelle tournent et sont écoutées. Comment ça se fait? Imaginons, je vais prendre, bien que Jean-Pax Meffray n'ait jamais fait de country music, mais imaginons que le chanteur d'Occident ait fait la même carrière chez nous. Encore aurait-il fallu qu'il passe ça sur les médias. Ça c'est bien. Oui, bah écoute, je me rattrape, parce que tu nous passes de la musique américaine qui utilise l'imparfait langue, ça compense. Comment expliques-tu qu'il n'y ait pas eu qu'il n'y ait pas un même mouvement en France, qu'il n'y ait pas en France cette chanson traditionnelle. Il y a cette chanson traditionnelle. On a eu des gens. Je crois qu'Edith Piaf, dans une certaine mesure, ou Yves Montand de ses débuts, ou certaines chansons même de Cabrel. Ouais. Quand Brassens aussi, mais... Brassens, c'est l'équivalent, parce que la musique country, à la différence du rock'n'roll, qui est d'abord un rythme, la musique country a des paroles qu'il faut écouter. Or, si on ne les écoute pas, c'est les mêmes raisons qui font que, sauf chez les lettrés américains, Brel, Léo Ferré, Brassens, Trenet même, passe mal. Maurice Chevalier a fait un succès parce qu'il chantait en français en anglais avec un accent coupé au couteau. Edith Piaf s'est imposée un peu, ça n'a pas non plus été un succès formidable, un peu par sa voix, sa présence et le côté petite bonne femme dure qui a plu. Mais c'est des rythmes difficiles, c'est des paroles qu'il faut comprendre parce que ça dit quelque chose. Parce qu'en France, on n'a pas en général, on mesure pas exactement ce que c'est que le phénomène de la country music. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Grosses ventes de disques. On parle des Beatles, on parle de Madonna. Je cite des gens qui sont connus. On parle de Michael Jackson, le fameux Michael Jackson. Ses ventes. À propos, je signale que contrairement à ce que j'ai dit, Guy Georges n'est pas du tout antillais. Non, il est de père noir américain. C'est ça. Donc, à propos de Michael Jackson. Oui, plus on y est. Et donc, ce sont des ventes phénoménales qui dépassent véritablement les gens qui sont connus en France comme Michael Jackson. Par rapport à des chanteurs, je vais te donner quelques noms, mais je sais pas si ça te dira, toi, Johnny Cash au moins, parce que celui-là est connu, l'homme en noir, mais la chanteuse Dolly Parton, qu'on connaît un peu en France parce qu'elle a fait aussi du cinéma, des gens comme ça, et puis une qui vient du Canada, qui s'appelle Shania Twain, qu'on a beaucoup entendu, mais ça ne passe jamais en France. On les verra jamais. On a les rappeurs, les pires rappeurs américains,
sur M6, sur MCM, sur toutes les chaînes de télé. On n'a jamais une chanson, tant qu'à faire de passer une chanson. On passerait une chanson comme ça, en donnant la traduction en dessous comme ils le font pour les chansons de rap. Ça ferait peut-être avancer certaines choses. Et il y a vraiment un contenu politique toujours? C'est vraiment non, de droite de droite, c'est beaucoup dire. Au départ, c'est une musique sudiste. C'est une musique de petits blancs qui racontent leur malheur. On dit que quand on écoute une chanson country à l'envers, il faut l'écouter à l'envers. On récupère sa femme, son chien n'a pas été écrasé par une voiture, la maison n'a pas brûlé, les récoltes vont bien aller, l'inondation n'a pas eu lieu, le fils obéit à son père, etc. Alors quand on l'écoute dans l'ensemble, voilà, c'est beaucoup de malheurs. Et puis à travers ces malheurs, c'est l'histoire des petits blancs, leurs difficultés à vivre, leurs difficultés à être, et la vie de gens simples, bien souvent. Alors, merci d'avoir invité Alain Sanders. C'est Vive la musique country, nous dit une auditrice. Un auditeur demande que tu répètes distinctement les références et l'orthographe de la chanson qui vient de passer. Il faudrait que notre ami me repasse simplement pour donner la référence du disque. Le nom de l'auteur, c'est Merle, le nom du chanteur. Merle, comme un merle, et Haggard, H-A-2-G-A-R-D. L'album s'appelle Hockey from Muskogee, c'est-à-dire un habitant de l'Oklahoma, du petit village de Muskogee. C'est un disque. C'est le bouseux de trifouiller les oiseaux. Voilà, je suis le bouseux de Muskogee voilà. Donc l'album s'appelle Hockey from Muskogee. Il a été édité dans une maison qui s'appelle, je crois, Puck, P-U-K. Et je vous le recommande parce que j'ai parlé de celui-là, mais il y a un autre titre qui s'appelle The Fighting Side of Me, le côté combattant chez moi, le côté combatif, où aussi il y a de très belles choses. On parlait de Johnny Cash tout à l'heure, ils ont fait des tournées ensemble. Johnny Cash, au moment de la guerre du Vietnam, disait dans notre pays, c'est un pays libre. Alors n'importe qui a le droit de brûler mon drapeau. Mais moi, j'ai le droit de flinguer celui qui brûle mon drapeau. Et c'est devant des publics de 80, 100 000 personnes, dans des stades, des choses qu'on imagine mal. Voilà, Merle Haggard. Alors, il y a un auditeur qui est pas d'accord, qui nous dit à chaque fois que Sanders est quelque part, on écope très vite d'un chanteur américain. Oui, c'est encore il y a des façons, comme tu disais tout à l'heure, de faire les remarques. Non, mais ça, c'est plutôt gentil. Oui, non, ça, c'est marrant. Celui-là, pas méchant, et puis bon. Je crois reconnaître le style, c'est un humoriste. Je crois que c'est le même qui nous dit, quand aurons-nous la suite de la nuit de Jéricho? Vous nous l'aviez promise, nous auriez-vous trompette? Oui, d'accord. Voilà. Bon, mais je ne t'ai pas invité ce soir pour parler de musique country. Je voulais simplement faire cette petite parenthèse musicale parce que j'aime bien ça aussi. Oui, je sais que tu la connais même. Et puis on a notre ami ADG aussi qui aime beaucoup ça et qui la connaît bien. Oui, mais Dieu merci, il ne danse pas lui. Voilà. Alors, je t'ai demandé de venir ce soir pour nous parler du livre que tu prépares, enfin que tu viens de terminer. Oui, qui est quasiment terminé. Il est en lecture. Non pas que tu prépares, mais qui est terminé, qui sort là, et dont le titre est parfaitement explicite. Torture, vous avez dit torture. Et le sous-titre, c'est vous voulez parler mémoire, alors parlons-en. Oui, alors bon, tu as fait beaucoup d'émissions sur le sujet au moment où ça battait son plein. Avec Olindre notamment, beaucoup de choses ont été dites. C'était très bien vu. Et on a fait une manifestation dans Paris. On a essayé de les contrer partout où c'était possible. C'est une riposte parce que c'est eux qui ont commencé à en parler. Et puis, quand ils ont commencé à en parler, j'ai pensé à toi. Je me souviens d'une fois, il y avait eu à ton émission il y a très longtemps. Quelqu'un était venu parler de l'attentat de l'Observatoire. C'était à l'époque où Mitterrand, tu vois, même Lynn Renault n'a pas pu connaître cette époque. Non. Bon, Mitterrand était là, et tu avais, je crois, toi, ou ton invité, ou quelqu'un, mais j'étais là, avait parlé de l'attentat de l'Observatoire. Et là, on avait eu 2 messages, pas de perdreau de l'année, de gens de 50, 60 ans, nous disant, mais qu'est-ce que vous nous dites? Mais c'est une bombe, ce que vous nous apprenez là, mais c'est incroyable, il y a de quoi faire sauter le gouvernement. Bon. Et quand a éclaté l'affaire de la campagne... C'est comme Chérvin, il y a de quoi faire sauter 20 fois la République. Quand a éclaté la campagne communiste contre l'armée française à propos de la torture, j'ai fait un article
dans présent pour dire, voilà, s'ils veulent parler de toutes ces choses-là, nous on pourrait leur parler de Mélouza, d'Elalia, de la Corniche, de l'attentat automatique. Et j'énumérais ce que dans notre famille politique, notre génération, et la génération de nos parents, on connaît. Et j'ai eu la surprise d'avoir des lecteurs de présent de 25-30 ans, plusieurs, me disant, vous évoquez des choses qui, manifestement, les massacres de Mélouza, qui ont l'air extraordinaires, qui ont l'air d'avoir frappé. Moi, je suis d'une famille, pourtant, qui était plutôt Algérie française, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Et à partir de là, je me suis dit, il faut sans arrêt recommencer, il faut sans arrêt réexpliquer, c'est un peu notre travail. Hein. Et à partir de là, j'ai commencé à faire une série d'articles en rappelant les choses, en passant certaines photos. Mais là encore, tu vois, comme c'est difficile. Tu as vu comme c'est difficile. Il y a eu certaines photos, j'ai pas passé les photos les plus affreuses que tu connais, qui sont dans le livre blanc ou les livres verts qui avaient été publiés à l'époque, qui sont difficilement soutenables et qui seront dans le livre. Mais dans présent, je m'étais contenté de choses plus anodines. Eh bien, il y a eu des gens qui ont été gênés, choqués, en disant « Oh, il faut pas montrer ça parce que si mes enfants voient ça... » Mais d'abord, c'est intéressant ça comme réflexion. Oui, parce que... Tu sais que c'est des réflexions qui me tuent. Tu disais tout à l'heure, on va nous dire encore, vous parlez de la torture. Il y a eu 2-3 personnes en disant, mais c'est des choses du passé, mais on s'en fout, mais laissez tomber. Et ça, c'est des choses, je t'assure, il y a peu de choses me minent, mais il y a des choses comme ça me donneraient envie parfois d'aller faire que de la country music, tu vois. C'est des choses qui me... Non, mais c'est vraiment... Non, mais en même temps, c'est intéressant, c'est une réflexion intéressante parce qu'elle montre bien que il y a au moins deux conceptions il y a deux civilisations qui sont complètement non mélangeables. Il y a la civilisation ou la culture de la mémoire permanente, du ressassement, etc. Et puis il y a la culture qui est la nôtre, qui consiste à dire bon, ces choses-là sont faites, elles sont passées, on salue ceux qui ont souffert, mais nous on est plutôt orienté vers l'avenir et on n'essaye pas de tirer sans arrêt argument des drames du passé pour exiger des privilèges dans le présent. Et on ne le fait qu'en réponse. Et voilà. La plupart du temps, et toujours. Et alors, les autres, naturellement, si encore ils se contentaient de faire du négationnisme, on pourrait dire, bon, après tout, c'est leur rôle politique. Mais c'est pas ça qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils inversent carrément le système, et on a ce truc incroyable, je veux dire, vraiment incroyable, des anciens Félouz qui viennent dire vous avez torturé en Algérie. Mais enfin, si les mots ont un sens, il suffit de 2 photos pour répondre à cette accusation. Quand c'est parfaitement vrai qu'il y a eu des violences, des violences, des violences physiques qui ont été commises sur la personne de certains félagas qui étaient arrêtés par l'armée française. Et c'est vrai que la GIGN a été utilisée, et c'est vrai qu'on les a passés à tabac, et c'est vrai qu'on leur a donné du bâton sur la plante des pieds. Probablement tout ça est vrai, mais il faut savoir d'abord dans quel contexte ça se faisait. Et puis, je vais vous demander d'écarter les enfants parce que je vais utiliser une image un peu violente, mais je trouve quand même extraordinaire que des gens qui avaient fait une politique de terreur, de la castration des hommes, la castration à vif des hommes, dans les villages, viennent ensuite reprocher... En leur fourrant ensuite les parties générales dans la bouche. Qui est dans la civilisation maghrébine a une signification très importante, très importante. C'est l'humiliation suprême que l'on peut faire à un homme. Eh bien, des gens qui pratiquaient ça d'une façon régulière, constante et en quelque sorte officialisée, viennent après reprocher à des militaires de leur avoir tapé sur la tête ou de leur avoir mis des claques ou même de les avoir gégénisés ou même d'avoir pris une balle. Voilà. Pour les faire parler. Il y a quand même un minimum. C'est exactement. Enfin, pour prendre les choses clairement, c'est le responsable du camp de concentration qui porte plainte parce qu'il s'est pincé les doigts en refermant la porte du camp. Il faut quand même remettre un peu les choses à leur niveau. Il faut un culot. Bon, alors de la part de ces gens-là, d'abord c'est habituel et ensuite on peut l'admettre. Mais ce qui est totalement monstrueux, c'est le système, cette espèce de trahison permanente de permanence des porteurs de valoches
qui, 50 ans plus tard, 30 ans ou 40 ans plus tard, font exactement la même chose dans les journaux. Ah oui. On a vu ressortir toute la crapulerie qui soutenait les assassins Fellowes il y a 40 ans et qui aujourd'hui soutiennent les gens qui osent dire que la France s'est déshonorée en pratiquant la torture. Alors que eux-mêmes étaient des tortionnaires. Et c'est les mêmes qui ont soutenu les tortionnaires d'hier qui soutiennent les revendications des tortionnaires aujourd'hui. C'est incroyable cette espèce de manque de pudeur. Ouais. Alors ils feraient tout ça à Alger. Pourquoi pas? Ils feraient des colloques sur le sujet, tout ce qu'ils veulent. Mais ils le font ici. Et on a vu surgir des professeurs algériens, anciens Fellowes, avérés, venir pérorer, venir installer en France. Parce qu'il a fallu chasser la France, mais ils sont pas pour autant en Algérie. Alors tout ça était un petit peu énervant, donc et pour répondre à ces jeunes gens parfois de chez nous qui ont oublié ou qui n'ont pas connu, à qui on n'a pas appris ces choses-là, parce que parfois leurs parents n'ont pas eu envie, les gens qui ont fait beaucoup de choses généralement, même ceux qui se sont battus en Algérie, c'est plutôt les gardiens de square, ceux qui étaient gardiens de square devant l'hôtel Saint-Georges ou des choses comme ça qui racontent leur guerre d'Algérie. Les autres sont plutôt discrets, ceux qui se sont vraiment battus et qui ont fait quelque chose. Donc bien souvent leurs enfants n'ont pas su les actes héroïques ou les actes courageux ou les actes difficiles que leurs parents ou leurs pères ont eu à assumer ou à connaître. Et donc pour répondre à ces jeunes gens, j'ai fait ce livre. Alors j'ai été aidé, je dois le dire, par plusieurs lecteurs de présent qui m'ont permis de le faire très vite et de lui donner une beauté formelle, en tout cas, c'est pas le but, mais enfin que ce soit un beau livre, et par le cercle algérianiste de notre ami Jean-Yves Derieux, du cercle algérianiste de Neuilly, par notre ami Michel Alibert, qui est venu à cette émission, que tu connais. Voilà. Donc il y a des annexes, il y a des explications, il y a des. Techniquement, tu as réuni des témoignages? Non, j'ai récupéré certains témoignages. Puis le reste, j'ai fait des récits, j'ai repris des documents, j'ai repris des choses, j'ai repris une partie des articles de présent où on faisait de la réponse coup par coup, l'histoire de la photo truquée. Ouais. Tu sais, qui était passée chez Michel Field, mais qui était d'abord passée dans Le Monde. J'ai repris. Là, il faut en rappeler le détail. Quand même. Eh bien. Le Monde numéro 2, là, leur truc qui publie, qui est un mensuel maintenant, a publié une photo. Parce que Le Monde, comme Le Monde diplomatique, ce monde-là, Le Monde à côté, Le Monde quotidien, est un journal d'extrême droite à côté du Monde diplomatique, il faut le savoir. Et à côté, ils ont fait une campagne, mais frénétique. Libération s'arrêtait, Le Monde prenait le relais. Le Monde s'arrêtait, La Croix, moins méchamment, mais reprenait un petit peu le relais. Ça s'arrêtait là, le Nouvel Obs rebondissait. Ça s'arrêtait là, l'événement du jeudi quand il existait, puisqu'il a disparu, paix à son âme. L'événement qui n'était ni du jeudi ni un événement. Reprenait. Ensuite, c'était Marianne. Donc, ce monde qui paraît une fois par mois, je crois que ça s'appelle Le Monde 2. Avec beaucoup d'images, avait publié une photo où l'on était supposé voir un jeune troufion hilar. Il y avait des fils sur le côté, il avait le casque en arrière, et on nous expliquait qu'il rigolait parce qu'il venait de torturer, il venait à la gégène d'électrocuter un malheureux. Or, le soir, cette photo est connue, elle était passée dans Historia Magazine, à l'époque où vous avez fait une série, je crois que c'était Historia Magazine, elle était passée, mais ils essaient d'avancer comme ça. On ne sait plus rien, les gens ont oublié, puis quand on leur montre des photos, même chez nous, parfois ils trouvent que c'est trop cru. Bon, donc ne montrons rien. Pendant ce temps-là, les autres en montrent, et des truqués. Eh bien, c'était une photo qui présentait le soir où Michel Field a fait cette émission, présentée par un pied noir qui l'avait apporté, et je dirais qu'il a dû faire le forcing pour passer cette photo. Il a dû menacer Michel Field de certaines choses, il le racontera lui s'il le veut un jour, pour pouvoir passer la photo, parce que Michel Field disait en gros vous comprenez, c'est embêtant, et d'ailleurs Michel Field a été très embêté quand il l'a présenté. Eh bien cette photo présentée complètement, c'était de jeunes quillards, c'est-à-dire des jeunes soldats qui fêtaient la quille, qui étaient un petit peu bourrés. Il y avait l'adjudant Cronenbourg qui était sur les tables un peu partout, les fils électriques étaient reliés à un tépaz que nous avons tous connu et aimé pour écouter nos vieux vinyles. Eh bien, c'était ça la photo. Et voilà, et combien de photos comme ça. Il y a eu des photos qui ont été présentées, notamment où on voit un jeune supposé Félaga être attaqué par un chien.
On s'aperçoit d'abord que le chien ne meurt pas, que le jeune félaga a un sourire, que ce sont des photomontages comme beaucoup, souvent les soldats le faisaient. Ah, toi tu es harki, tiens, on va faire une photo comme si, tu sais, voilà. Bon, il y a eu des dizaines, des photos qui nous sont présentées comme des documents. On nous présente un type qui a été abattu au combat dans un coin, qui a peut-être été transporté dans un bâtiment, et blessé et mort là, comme résultant d'une torture. Et plusieurs choses comme ça. Alors donc, c'est la fameuse histoire du poignard de Jean-Marie Le Pen, poignard de parachutiste. Oui, le poignard qu'un type avait retrouvé dans la Casbah d'Alger, qui était un poignard de Hitler-Jugend avec écrit dessus en allemand, mon honneur s'appelle Fidelito, je sais pas quoi. Alors, propriété de Jean-Marie Le Pen. Ça, j'avais suivi quand même tout le procès. Là, même les avocats contre Le Pen, même le tribunal, tout le monde disait ça fait quand même peut-être un peu beaucoup. Voilà, donc l'idée de ce livre, c'est de servir à ceux qui n'ont... Melouza, moi quand je dis Melouza, ça prouve qu'on vieillit aussi, tu sais, Brasillac disait... On s'aperçoit qu'on a vieilli. Lui aussi parlait d'une époque où les soldats sortaient en uniforme, en permission. Il disait, on s'aperçoit qu'on a vieilli quand gare Montparnasse, on sort et on voit des jeunes soldats qui reviennent de leur caserne et on se dit, mais c'est pas possible. Ils sont de plus en plus jeunes. Mais ils prennent les sous-lieutenants chez les gamins maintenant. Bon, eh bien, quand on dit Melouza, on a beau dire, on a beau faire, il y aura toujours moins de gens qui ont reconnu Napoléon. Ouais, j'ai l'impression parfois qu'on parle de la guerre du Péloponnèse. Et pour nous, puisque c'est notre adolescence, c'est quelque chose qui a été formateur, fondateur, très important, qu'on n'oubliera jamais. Et je pense que nos ennemis et les porteurs de valoches et les coupeurs de baloches, eux jouent sur cette ignorance. Ils jouent sur le fait que l'éducation nationale, Fustel de Coulanges le disait, hein, en France on a l'impression que l'histoire de France est enseignée est écrite par les ennemis de la France. Eh bien, ils jouent sur cette ignorance. Ça rentre comme dans du beurre. Parce que si tu dis à des jeunes gens à l'école que les paras-français, les soldats français ont torturé, et que tu ne leur montres pas, parce qu'encore une fois, j'ai été désolé des réactions de certaines personnes en disant c'est des photos trop dures, alors qu'elles étaient bien édulcorées, alors qu'ils sont dans le métro tous les jours, dans les kiosques à journaux, leurs gosses peuvent traîner, voient des biroutes, des chagats, des trucs dégueulasses dans tous les sens, et on peut pas leur montrer une photo de ce qu'ont fait les ennemis de la France. Ouais. Alors ça me... Mais oui, il y a ce refus aussi ça fait peur aux gens. Ça fait peur aux gens, mais on est en plus à l'époque de l'image. Les autres l'utilisent, l'image. Bien sûr. Je peux te dire que j'ai fait faire mon livre chez un imprimeur qui, lui, connaissait un peu ces choses-là, mais qui a fait taper une partie des textes par sa femme, qui les connaissait peu, et clicher les photos par sa sœur, qui ne savait pas tout ça. Et je peux te dire que ces gens-là ont soudain pris conscience de quelque chose. D'abord, les photos ont poussé la jeune femme qui en a fait les clichés à lire le livre, et celle qui a tapé les textes où on racontait ces choses-là, à dire « mais c'était vraiment ça ?» Voyons. Eh ben, ne serait-ce que pour ces deux-là, je suis content. Il y a une terreur de l'image aussi. On l'a vu récemment dans un procès où la mère d'un enfant assassiné était arrivée avec le portrait de son fils qu'elle portait sur la poitrine. Tu as vu ça? Le juge l'a chassé. Et il l'a chassé en disant que c'était indécent. C'était indécent, et pourtant c'était pas une photo de l'enfant torturé, c'était un portrait de cet enfant. Donc l'image fait vraiment encore plus jamais peur, et elle fait choc, alors que normalement on devrait être complètement mitridatisé. Enfin, on est tellement gavé d'images et d'images d'horreur, quelles images de gore. Il n'est que de se promener n'importe où dans Paris, les gosses que leurs parents croient préservés par ailleurs, c'est phénoménal ce que tu vois dans le métro ou dans l'autobus, ou en passant en autobus dans les rues. Si on revient au sujet de la torture, historiquement, à quel moment dans la guerre d'Algérie la torture apparaît-elle? Eh bien, si on veut parler moi je n'emploie jamais le mot torture. J'utilise le terme interrogatoire musclé. On a passé un grand document qui est passé en plusieurs fois dans le présent d'un officier qui a détaillé d'ailleurs tout ce phénomène-là. La torture, c'est ce qu'a pratiqué le FLN. C'était, en plus des actes, gratuit. Ça n'était pas pour
faire parler quelqu'un. C'était pour l'égorger, pour le lacérer. Les soldats français qui leur tombaient entre les mains, ils leur enlevaient la peau lamelle par lamelle. Les types mettaient 3, 4 heures, 5 heures à mourir. Ils leur coupaient des membres. Ils les émasculaient. Ça, c'est de la torture. Quand tu as un salopard en face de toi et que tu le tabasses parce que tu sais que c'est un salopard, d'abord parce que tu l'as attrapé presque sur le fait en train de se sauver après avoir massacré des villages entiers, et que tu te laisses aller, ce qui n'est peut-être pas chrétien, mais que tu te laisses aller à une sainte colère, et que tu veux savoir où les autres salopards comme lui, qui risquent d'aller massacrer un autre village dans la nuit, se cachent, que tu sais qu'il a placé des mines sur le passage d'un convoi militaire qui va fatalement passer par là, et que tu auras 10 de tes jeunes appelés ou de tes jeunes engagés ou rappelés qui vont sauter. Eh bien, que ce type-là prenne des baffes, qui prenne 2-3 coups de poing, j'appelle pas ça de la torture. Alors, les belles âmes, ceux qui font la guerre à Paris, ceux qui font la guerre dans leurs journaux, ceux qui te racontent la résistance qu'ils auraient faite en 44, s'ils avaient eu l'âge, mais ils sont nés en 67. Mais ceux-là, bon, mais c'est pour ça, il n'y a pas eu. Alors, si tu veux, les interrogatoires musclés, c'est ce qu'on va appeler les 2 batailles d'Alger, et surtout la seconde bataille d'Alger. Là où il a fallu aller très vite. Il a fallu aller très vite parce que il fallait désamorcer des bombes. Il fallait aller chercher Ali Lapointe, savoir où il était caché, parce qu'on savait qu'il avait des nanas qui traînaient, qui allaient les mettre et qui les ont mises. C'est Jamila Bouired. C'est des femmes qu'on a retrouvées, d'ailleurs, certaines enseignantes à l'université Montmirail de Toulouse. Bon, on a fait une campagne, elle a été déplacée, mais elle a eu un poste ailleurs. Il y a à l'heure actuelle des Félouzes qui ont du sang sur les mains, qui sont professeurs en France. Jamila Bouired, elle était prof. Jamila Bouired, c'est le casino de la Corniche, c'est ça? Oui, non, c'est l'automatique. Non, l'automatique, le bar automatique. Elle enseignait l'histoire de la décolonisation en France. Alors, bon, il y a ces photos que les gens ne veulent pas voir. C'est des petites filles européennes, juives ou musulmanes, avec des moignons, plus de jambes. C'est des gosses aux bras arrachés, l'automatique, la corniche, les terrains de foot d'Alger ou d'Oran. Il y a eu des attentats, mais ignobles. Et on voudrait que l'on ait la moindre imagination ou un début de compassion pour un de ces salopards-là qui serait tombé entre les mains des paras et qui aurait pris 3 coups de pied aux fesses et 2 baffes et un coup de poing. Je peux pas. Voilà. Alors ça, c'est la question... La question préalable, comme on disait dans le temps, c'est ça, Daniel, hein? C'était la question ordinaire. La question ordinaire. La question ordinaire. Effectivement, ça, on pourrait comme ça réfléchir aussi sur les manières dont la justice était rendue sous l'Ancien Régime. Alors aujourd'hui, évidemment, ça fait pas très... Parce qu'aujourd'hui, on a quoi? Aujourd'hui, on a la tripe molle et le cœur dur. Oui, et il ne faut jamais commettre l'anachronisme de vouloir, avec nos tripes molles et cette espèce de civilisation droit de l'hommesque, on essaie de nous... Les croisés aussi étaient brutaux, c'est vrai. Ah bah tout le monde sait l'histoire de l'humanité, c'est aussi l'espérance de vie, d'abord, c'était 20 ans dans le meilleur des cas, on vivait vite, on vivait fort, la vie était difficile, les conditions de vie étaient difficiles. Donc on essaie de juger avec un regard, même en ce qui concerne, on parle de la torture en Algérie, c'est pas si vieux, et pourtant ça va bientôt faire un demi-siècle, 40 ans. Eh bien on essaie de le juger, et en plus dans le confort douillet de Paris, avec une espèce de ne peuvent en parler que ceux qui ont vécu ça. Bon, moi je pense qu'un interrogatoire, vraiment, les juges d'instruction sont très bien parce qu'on s'assoit dans un fauteuil et puis ils posent des questions, répond pas, enfin peu importe, enfin tout ça c'est très clean, quoi. Mais c'est pas comme ça que se fait la vérité. Je crois que sur 9 cas sur 10, autrefois quand on montrait une paire de tenailles, généralement 9 personnes sur 10 se mettaient à table, quoi. Enfin, c'est comme ça. Bon, non mais il y a le 10e. Bon, il faut peut-être un petit peu lui faire voilà. C'est comme ça, je vais choquer beaucoup d'auditeurs, mais moi je trouve qu'aujourd'hui la justice est devenue une espèce de mollassonnerie absolument invraisemblable, que n'importe les délits ne sont absolument, les peines ne sont plus du tout proportionnées aux délits, au contraire. On parlait de Guy Georges. Plus le délit devient infect et plus la peine devient légère. Enfin c'est complètement invraisemblable. Alors les pavés devraient se lever tout seuls dans les rues, quoi. Enfin,
moi je pense. Enfin, je sais pas, c'est des trucs qui me viennent Alors, dans la tête. on parlait de la torture. Il y a bien souvent le témoignage d'officiers disait on prenait un de nos harkis qui parlait donc arabe et on le mettait dans la pièce à côté du type qu'on voulait interroger. Et on lui disait, vas-y, comme chez le dentiste, quand on voulait faire peur à un gosse. Bon. Eh bien, le type à côté hurlait, et il n'y avait pas besoin de torturer celui qui était interrogé, parce qu'il avait entendu les cris simulés de l'autre, et il n'avait pas envie. Voilà, il y avait beaucoup de choses comme ça. Alors après, le témoignage de ce type-là, oui, moi j'ai pas été, ils m'ont juste tabassé, mais à côté, il y avait... Bon, et tout à l'avenant. Alors, quelques messages. Ce soir sur France 3, Algérie, autopsie d'un massacre. Il s'agit des atrocités actuelles. Ça doit valoir Melouza, nous dit un auditeur. Oui, mais ça ne vaut pas Melouza, c'est Melouza. Les chiens font pas des chats, ils tuent exactement comme ils tuaient à l'époque. Ce qu'il y a de bien sur Radio Courtoisie, c'est que toutes les opinions peuvent s'y exprimer, fussent-elles de Coulanges. C'est le même, celui-là, non? C'est bien. C'est pas ADG, ça? Non, c'est pas ADG. Non, ADG n'écoute pas Radio Courtoisie. Il doit être en train d'écouter Brignot en ce moment. Parce que... alors, félicitations à Alain Sanders pour ses propos. Vous devriez faire le parallèle avec les massacres de Sabra et Shatila, à l'époque d'Ariel Sharon, et la torture en Israël qui se manifeste par disques avec cris et hurlements pour faire croire dans la pièce à côté. Oui, voilà. Ce sont des techniques, c'est des techniques de base. Vieilles comme le monde, d'ailleurs. Bravo pour les vérités proclamées dans l'émission de Radio Courtoisie. En 95, un invité avait parlé de Jospin, porteur de valises, armes et argent, du réseau Janson, qui faisait déserter des légionnaires allemands via la Stasi. Il a défendu Boudarel, agité les foules avec l'affaire Malik Ouskine. En 95, avant les élections présidentielles, Jospin a rencontré Juppé pour se faire nommer ambassadeur du Costa Rica. Alors ça, je n'ai jamais pu le trouver. Je l'ai entendu dire, comme l'affaire qu'il était militant trotskiste sous le nom de camarade Michel ou je sais plus où. Ce qu'il y a de vrai, parce que là il l'a dit, il était pro-FLN. Il était peut-être pas porteur de valise. Moi j'ai des témoins. Il était. Si tu veux, j'ai des témoins. C'est ça, bon. Alors. Dans le quiz de la page 1073, on parle du massacre de Mechta Kasbah près de Melouza par le FLN qui fit 315 morts, c'est 315 morts, Et puis... Je ne me rends pas compte, 315 morts, ça veut rien dire. Si, mais ça veut rien dire, c'est énorme. On s'est rendu compte à l'époque, ça avait failli presque être un tournant médiatique, on ne disait pas même pas ça à l'époque, parce que il y a eu les journaux anglais, américains, même la presse égyptienne de l'époque, parce que effectivement, il y avait à perte de vue ces gens, il y a des petits-enfants de 2 mois jusqu'à des vieillards de 80 ans, 90 ans, qui avaient été massacrés. Il y avait quand même les premières prises de vue en arrivant, qui avaient quand même frappé l'opinion mondiale. Ça faisait beaucoup. Et en plus, c'était des gens, c'était surtout des musulmans, même que des musulmans à Melouza qui avaient été tués. Donc, on comprenait pas. Alors, à chaque fois qu'on parle de l'Algérie, on a, je ne sais pas si c'est le même, enfin en tout cas il y a des messages de ce genre, je vais vous en lire un exemplaire. J'ai assisté moi-même à des actions contre des femmes désarmées qui ont été tuées par l'armée française. Reconnaissez qu'en face de l'armée française, surarmée avec ses avions et ses chars, et qui n'ont jamais été efficaces, en face de l'Allemagne ou autres nations bien équipées, il y avait des gens avec des fusils de chasse. Cela ne nous permet pas de parader. C'est faux. Ce qui est totalement faux. C'est faux, mais enfin bon, il a le droit d'avoir cette opinion. Oui, c'est faux. Cela dit, là il évoque les affrontements, mais quand les égorgeurs FLN descendaient dans les villages ou déposaient une bombe, il n'y a pas besoin d'avoir... ils découpaient les gens au couteau, hein, ils ne les découpaient pas à la mitrailleuse lourde. Mais je te posais la question tout à l'heure du début de la torture, et c'était pas tellement des interrogatoires musclés que je voulais parler, c'était des actions de torture, des faits Lagasse. C'est contemporain des tout débuts de la guerre d'Algérie ? Si tu veux, on fait remonter ça à la Toussaint Rouge de 54. Ça, c'est des atrocités. Là, c'est la reine a un autocar, 2 jeunes instituteurs métropolitains, jeunes mariés, qui allaient dans le bled pour être instituteurs, qui vont être tués, et un caïd qui est là, Hadj Melok, qui est là et qui s'interpose pour les défendre et qui est abattu avec d'autres personnes de son entourage. Là, c'est le soulèvement. Avant, tu as les événements de Sétif. Les événements de Sétif qui ont été suivis d'une lourde répression militaire, effectivement, mais qui avait commencé quand même par un déferlement de population
dans les rues de Sétif, où ont été égorgées des centaines de personnes au hasard des rencontres. Donc il y avait les prémices de quelque chose qui allait ensuite devenir véritablement une politique de terreur. Une politique de terreur. Il fallait surtout, on oublie toujours ça, mais il y a eu plus de morts musulmans pendant la guerre d'Algérie qu'il n'y a eu d'Européens ou de Juifs tués. Beaucoup plus. Parce que c'était cela qu'il fallait frapper. Ce qui montre qu'il n'y a pas eu du tout de soulèvement algérien. Non, mais jusqu'à la fin des événements d'Algérie, il y a eu plus de soldats d'origine algérienne et musulmans dans l'armée française qu'il y en a eu dans le FLN qui, répétons-le encore une fois, était laminé, était à genoux et qui a eu du bouche à bouche, qui a été ranimé et remonté par De Gaulle. Merci, mon général. Et on en revient là. Voilà, alors le livre d'Alain Sanders s'appelle Torture, vous avez dit Torture, il est publié aux éditions BS. Bravo Sanders. C'est pas mal ça. Non, c'est Bergeron Sanders. Bravo. Il y a Super Bergeron. Oui. Super. Alors, édition BS, on peut se renseigner, on peut le commander. On peut dès à présent le commander, oui. 5 rue d'Amboise à présent. Oui, et puis c'est 120 francs Franco de Port à chaque à mon nom. 120 francs Franco. Ouais. Alors, 5 rue d'Amboise, 75 002, Paris. Je crois que c'est un document historique. Oui, je voudrais dire que c'est un document qui n'apprendra rien, qui ne t'apprendra rien, qui n'apprendra rien à Daniel, qui n'apprendra rien à Roger Hollande, sinon le fait d'avoir rassemblé dans un même endroit un document dont on pourra se servir pour retrouver rapidement quelque chose. Mais je pense qu'il sera utile à la génération d'avant nous. Alors je vais je vais continuer en lisant les messages. T'as encore un grand quart d'heure. Oui, non, mais je vais trop vite, mais je disais terminer parce qu'il y a encore des messages sur le sujet et je les lis en vrac. Puisque je n'ai pas d'assistante. Tu comptes pas sur moi pour faire l'assistante. Oui, ça, j'ai bien compris. Il faut appeler les interrogatoires torture et ce qu'a commis le FLN des atrocités. Il y a une différence énorme. Oui. C'est un auditeur. Un auditeur qui revient sur le sujet, Jacques Lang a déclaré que l'arabe devait être accessible dans toutes les écoles. Ben ça me semble être le cas. Hein. Enfin, en tout cas, dans les écoles de la région généralement, parisienne, c'est plutôt les écoles qui sont largement accessibles à l'arabe. J'ai un oncle mort en Algérie. L'Algérie est un pays qui ne m'intéresse pas. C'est un pays qui n'est plus français. On en a marre qu'on nous parle de l'Algérie. On s'en fout. Oui. Regardons notre pays. Bien sûr, mais on ne parle pas d'Algérie aujourd'hui, pour laquelle on ne peut plus rien faire et dans laquelle on n'a plus rien à faire. À propos de Jospin, je me suis laissé dire que son papa était un fidèle du maréchal Pétain. Qu'en est-il, s'il vous plaît ? C'est vrai, oui. Il était maire nommé par le maréchal. Il est maire nommé. Oui, voilà. Ce qui n'empêche pas sa maman de figurer dernière sur la liste de la Celle-Saint-Cloud aux élections municipales. Elle espère peut-être que si on prend le pouvoir, elle sera nommée. C'est quand même extraordinaire. Tu sais, c'est une famille un peu constipée alors qu'elle soit à la selle. Je suis militaire de carrière et je me désolidarise de certains propos. Il est vrai que la torture a eu lieu. Il ne faut pas dire qu'elle n'a pas eu lieu. C'est du négationnisme. On n'a jamais dit ça. Elle a eu lieu pour des raisons légitimes. Bah, c'est exactement ce qu'on dit. Mais c'est le terme torture. Probablement. Ouais. Parler de Boudarel, on va pas parler. On peut pas parler, on peut pas parce que ça c'est. On peut en parler, mais si, on peut en parler. Attention quand même. Dans un libre journal du cinéma, quelqu'un a cité Godard qui a dit: il n'y a pas d'image juste, il y a juste une image. Il faut faire savoir, et cette phrase est importante pour la prise de conscience. Absolument. Il est très bon que le PC ait entamé cette campagne. Ils auront. Oui, ils ont ouvert la boîte. Et ils ont déjà le retour de bâton, car rien ne dure que la vérité. C'est bien vrai. Sur l'image, si je peux faire un petit commentaire, parce que c'est vrai que moi je crois plus à l'écrit qu'à l'image, je dois dire. Hein, et en fait, on apprend mieux l'histoire en lisant les vieux manuscrits plutôt qu'en voyant des gravures qui sont toujours quand même un petit peu toujours interprétées. Et aujourd'hui, l'image, on peut tellement la modifier, tellement la manipuler. On peut faire vraiment ce qu'on veut. Moi, je peux faire Rikiki, n'importe quoi. On fait n'importe quoi. Ce qu'on veut. On peut faire, par exemple, ce visage du Christ que tu as vu là. Que je vais publier dans le prochain numéro du Livre Journal. Tu l'as pas vu? Tu l'as rangé sur le côté, je crois. Je te ferai voir ça tout à l'heure. Ça vaut le jus quand même. Évidemment, je pense que ça aurait moins bien marché si on avait utilisé cette iconographie dès le début. Hein. Ça, c'est sûr. Le 15 août 2000 sur TV5 Suisse normande, on a interviewé M. Roger Hanin qui a dit: j'ai toujours été pour l'Algérie algérienne et j'ai les mains propres.
Il a les mains, porteur de valise du FLN. Il a les mains d'autant plus propres que lui, il est parti avec sa famille rapido avant les événements. Puis en plus, il a les moyens de s'acheter du savon parce que je vous signale qu'il y a un journal de télévision qui vient de publier le montant des cachets pour. C'est un des plus payés, des mieux payés, oui. 1 800 000 francs. Oui, mais ça, c'est dû à son talent. Et un auditeur nous faisait remarquer que il fallait préciser que c'était pas le commissaire Navarro qui avait arrêté le trafiquant de drogue qui vivait chez Mitterrand. Non mais je l'indique parce que on peut. J'ai prêté à de jeunes maghrébins le livre vert, c'est-à-dire l'original émanant du ministère de l'Algérie de 1957. Ils ignoraient totalement les horreurs commises par le FLN. Oui. J'ai fait de même à de jeunes Français très surpris et bouleversés. Merci d'avoir invité Alain Sanders. Que Daniel Amiche laisse parler Alain Sanders. Il a dit 3 mots. Il y a quelqu'un qui va dans le nez, c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui va dans le nez. C'est moi, mais c'est pas moi qui ai passé le message. Félicitations à Alain Sanders, dont on voudrait que le courage soit contagieux. Merci de lutter pour la vérité. Le courage, c'est tout le monde. Hein, c'est tous ceux qui luttent. Et j'ai eu des témoignages justement de soldats, de sous-officiers qui. De toute façon. On n'a pas le choix, si on est lâche, on s'en ségouille quand même. Et dans beaucoup de journaux, parce que j'ai lu le courrier des lecteurs de la presse provinciale, où la presse provinciale est bien souvent plus courageuse, non pas intrinsèquement, mais parce qu'ils sont plus proches des gens, ils ne peuvent pas leur raconter n'importe quoi. Il y a des courriers de lecteurs en réaction contre la campagne communiste, très, très intéressant. On s'apercevait que des gens qui ne parlaient plus depuis 30-35 ans, là, sont remontés au créneau, parce que c'est quelque chose qui leur parlait. Enfin, ça leur a pas porté chance au municipal. Non. Bonsoir messieurs, vous remuez le couteau dans la plaie sans arrêt avec l'Algérie. L'Algérie n'est plus française. Je crois qu'il faut plutôt se préoccuper de la France et ce qu'elle ne devienne pas algérienne. C'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas nous qui remuons le couteau. On n'en parlait plus. C'est pas nous qui parlons sans arrêt de Vichy ou des heures les plus sombres. C'est pas nous qui remettons ça sans arrêt. Mais nous ne pouvons pas laisser les autres en parler en désinformant et en mentant encore plus. Il faut bien au moins, par réaction, que nous soyons réactionnaires. Rien à faire de la guerre d'Algérie. Parlez-nous plutôt de la France algérienne et des atrocités. Mais c'est le même sujet. C'est le même sujet. Ne pas comprendre que c'est le même sujet. C'est sûr. Alors, je continue. Mon mari était militaire en Algérie. En tant qu'appelé du contingent dans les Aurès, un jour, il a retrouvé 3 de ses camarades pendus à un arbre, raccourcis au chalumeau. Ils avaient été brûlés vifs. Il n'avait pas besoin d'avoir des fusils de chasse perfectionnés. Monsieur Sanders, merci. Je répète que je découvre les messages à mesure, donc ce qui explique le Parce que, redisons-le, tu n'as pas d'assistante aujourd'hui. Je n'ai pas d'assistante aujourd'hui. Monsieur Sanders, vous n'avez pas compris la réaction des gens à qui vous avez montré les photos. Ils ont été victimes de dissonance cognitive. Les photos que vous leur avez... Non, mais attendez. Non, mais c'est pas inintéressant. C'est exactement ça, oui. Les photos que vous leur avez montrées sont contraires à l'enseignement qu'on leur a inculqué par bourrage de crâne. Ce sera très dur d'aller contre ça. Bon courage, un auditeur. La dissonance cognitive, c'est un... Oui, mais je ne parle pas de gens extérieurs. Je parle de lecteurs de nos journaux, de lecteurs de présent. C'est quand même... Voilà. Je signale qu'il y a aussi un appel à propos enfin, beaucoup d'appels à propos de la musique country. Et décidément, ça a l'air Ben, si tu veux, un jour... de plaire beaucoup. Oui, mais... J'ai eu une protestation, mais beaucoup d'appels positifs. Je peux te dire que... C'est une musique très joyeuse, non, la musique country, très agréable. Oui, c'est une c'est pas très populaire. De paysans, c'est une musique rurale. Très populaire, contrairement à ce qu'on pense. Aux États-Unis, c'est pas le rock'n'roll, les machins, c'est la country les gens aiment. Ce qu'on disait avant que tu arrives. Oui, on a fait un développement. Mais non, mais il va dans le sens, dans le même sens. Je n'ai pas entendu. Et un auditeur te reproche, Alain, d'avoir négligé de citer Félix Leclerc, qui est probablement le chanteur de country français, canadien, québécois. Il y a beaucoup de Québécois. J'aurais pu citer Isabelle Boulay en ce moment, qui est une jeune Québécoise, et une autre dont le nom m'échappe, qui chante bien, qui est amusante aussi. Ça va me revenir. Elle s'appelle, je crois, Linda Lemay, et qui est très très amusante, qui fait des chansons et qui est québécoise, bien sûr. Et Gilles Vigneault, j'en ai oublié, j'ai pas fait un... Et alors, il faut que je vous lise ce message parce qu'il est trop drôle. Emmerder encore Bouilleret qu'il la déplace, ça fera autant d'étudiants qui sauront. Deuxièmement, la BBC est en pointe dans la réification des humains, ce qui est vrai d'ailleurs. Et alors, il ajoute, l'académicien Jean Bernard, le seul à avoir émis l'opinion que le sida n'était pas grave, a dit sur France Q,
France Culture donc, mais c'est France Culture, que le racisme était stupide pour 3 raisons. Premièrement, les races n'existent pas. Deuxièmement, elles sont toutes égales. Troisièmement, les peuples les plus métissés sont les plus performants. Et cet auditeur conclut en disant, ça vous dégoûterait d'être antiraciste. Les plus performants, même en tant que serial killer, alors, puisque qui change. Non, ça c'était... Voilà, et alors toujours à propos du racisme, il faut quand même que je vous fasse part d'une proposition du procureur Davnas. Vous connaissez le procureur de la République de l'Essonne, Laurent Davnas. Le spécialiste de l'hélicoptère. Voilà, le spécialiste de l'Himalaya en hélicoptère. Ouais. Alors ce procureur Davnas qui est jamais économe de son temps et de son imagination, et je fais gaffe à ce que je dis parce que quand même un procureur faut faire attention. Ouais. Il a eu une idée de génie. Il a dit, quand un mauvais conducteur fait un excès de vitesse, il paie une amende et son permis de conduire est délesté de quelques points. Quand un mauvais citoyen se rend coupable de discrimination raciale, on devrait pouvoir aussi lui retirer des points sur son permis de citoyenneté. Ce document n'existe... On rigole, mais non, c'est vraiment effrayant. Non, c'est des fous furieux. Tu verras qu'un jour, ils rétabliront la guillotine au moins sèche. Oui. J'en suis certain, ils remettront. Ce document n'existe pas encore, mais pourrait voir le jour si l'État saisit au bon la proposition de Laurent Davnas, procureur de la République de l'Essonne. Ça, c'est le Parisien qui parle. Mercredi à Évry, devant la commission départementale d'accès à la citoyenneté, Laurent Davnas a détaillé son initiative anti-discrimination. En matière d'infraction au code de la route, les conducteurs peuvent, alors j'y répète, de même, un auteur de discrimination raciale pourrait suivre un stage payant de 2 jours dans lequel on lui inculquerait des principes de tolérance. Ah, ça, je veux le faire, ce stage. À l'issue, il se verrait remettre un permis de vivre en société. Ça pourrait aussi être appliqué aux auteurs de violences conjugales. C'est des furieux. Non, mais attendez, ça se soigne, ça. C'est des furieux. C'est fou, tu vois. L'idée a séduit la LICRA. C'est du Fouquier-Tinville, hein. Ouais. C'est fou. C'est une idée qui mérite réflexion, mais suscite des interrogations, réagissait mercredi Michel Ackerberg, présidente de la LICRA du Val. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Mais il faudrait proposer ça en Israël, par exemple. Ça serait intéressant. Hein, on pourrait imaginer de donner des permis de citoyens aux Palestiniens. Je dis n'importe quoi, bien entendu. Hein. Est-ce que visionner des films sur la déportation, par exemple, peut faire évoluer la mentalité d'une personne raciste ? Écoutez, si c'était le cas, moi, je serais gris depuis longtemps, parce que je regarde beaucoup la télé. Écoute, moi, je peux te dire que j'ai eu l'occasion de voir un film sur la déportation présenté à des jeunes élèves. Dans une autre vie, j'ai été dans l'enseignement. Eh bien, je peux te dire que parmi les jeunes, notamment maghrébins, ça provoquait pas du tout l'effet escompté. Pas du tout. À partir du moment où ça vient du prof, ça va pas. Il y avait une réaction inverse de celle souhaitée. Voilà. Merci Alain d'être venu. Merci Daniel de m'avoir invité. Je vais maintenant te laisser la place. Et puis on pourrait peut-être conclure par un dernier morceau de country music pendant la pause, si Alain veut bien nous prêter son disque. Ben, il y est. Merci, à la semaine prochaine, que Dieu nous garde.